Ah, attends, je remets juste à jour. Sur ma souris. Hello, bienvenue à tous. Il y a encore de la place un peu partout. Devant, en tout cas. Soyez pas timide. Ton collègue de salle, il est OK? On va aller. Allez, moi, j'ai lancé le timer, en tout cas. Hello, bonjour à... Ah, j'ai voulu faire un gros hello, mais je me suis retenu parce que j'avais oublié que j'avais le micro. Euh, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ma conférence. Aujourd'hui, ce n'est pas un sujet ultra original. Je vais vous parler de craft. Je pense que vous en avez entendu parler durant 3/4 de la journée, à minima. Et moi, j'ai envie de le contextualiser. J'ai intitulé cette conf le craft à l'heure du numérique responsable. Ce que j'ai envie de lancer, ce que j'aurais envie, et je vais voir si j'arrive à atteindre cet objectif-là, c'est que vous repartiez avec des questionnements et avec une réflexion sur comment je peux être acteur ou actrice d'un numérique plus durable. Okay, c'est un peu mon objectif aujourd'hui. J'ai pas le site sponsor, je vais faire un mot pour les sponsors, je le ferai à la fin. Qui je suis? Je m'appelle Yvan Thirion. Aujourd'hui, je suis responsable de la pédagogie dans une école supérieure d'informatique qui s'appelle CODA. Un peu un épithèque. Je vais me faire disputer de dire ça, mais un peu un épithèque, mais alternatif. On est à Dijon et à Orléans pour le moment, et on ouvre un autre campus à Avignon. Avant ça, j'étais quoi? J'ai fait du dev, j'ai commencé en start-up. J'ai fait du dev en tant que chez un éditeur de logiciels. J'ai fait beaucoup de consulting, du coaching agile, du coaching craft. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Et je suis aussi formateur sur certains aspects cités. Voilà. Je ne vais pas me mettre en avant, donc je passe à la suite. Vraiment, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de numérique responsable. Pour ça, je vais poser quelques définitions au début. Et ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, ça va être de redéfinir les principes qui, on va dire, le manifeste pour l'artisanat logiciel. Et pour être en capacité de le faire, j'ai besoin de poser quelques définitions et de planter aussi quelques chiffres dans nos têtes. Les chiffres que vous allez voir sur ce slide, ils datent de 2025. Donc, c'est des chiffres qui sont... vous pouvez vérifier la source. Hein. C'est les chiffres de Green IT France. Ils publient ça en général au mois de février. Donc, les nouveaux chiffres sont peut-être sortis déjà ou sortiront dans les prochains jours. En gros, le message ici à retenir, c'est le numérique, c'est quelque chose qui a une vraie physicalité, beaucoup plus importante que ce qu'on peut voir dans les médias ou ce qu'on pourrait se représenter. Et donc, typiquement, ici, quelques chiffres marquants, je trouve. En 2025, cette réalité physique, elle s'incarne par quoi? Elle s'incarne par, en tant qu'internaute, on a en moyenne 6 équipements actifs. Équipement, qu'est-ce qu'on entend par équipement? Smartphone, montre connectée, laptop, j'en passe, c'est des meilleurs. 6 équipements par internaute. Si le numérique était un pays, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça représenterait 5,5 fois la France en termes d'émissions. La France, on va dire, on est autour de 68-70 millions d'habitants. Donner un ordre d'idée. Physicalité du numérique, il y a des indicateurs environnementaux. Donc, le numérique a un impact environnemental. On verra aussi l'impact social après. Ça utilise énormément de ressources, minéraux et métaux. Les fameux indium, aluminium, cobalt, lithium, etc. etc. Donc ça, c'est une emprise importante sur la ressource. Il y a un potentiel de réchauffement climatique qui est ultra important lié au numérique. Les data centers, l'énergie qui est produite pour aller faire de l'extraction, etc., etc. Et ça utilise forcément, quand on va puiser dans la terre ou quand on va produire de l'énergie, on va brûler des énergies fossiles. Ça, c'est l'impact, on va dire, environnemental. Et à main levée, j'ai une petite question pour vous. Qui a déjà entendu parler des accords de Paris? Ouais. On a fêté les 10 ans l'année dernière. Toujours à main levée, tiens, ceux qui ont levé la main. À quoi ça enfin, ceux qui ont levé la main précédemment, vous pouvez la relever. Est-ce que ça vous parle d'Euton? Ouais, d'Euton. Que quelqu'un, regardez la main levée. Est-ce que quelqu'un a envie de se tenter de faire une petite définition?
Ouais, 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 sur Mix. Ouais, bah, en France et même dans le monde, on va dire par individu, une trajectoire dite bas carbone. Désolé, ça sature quand je vais là, non? C'est bon. Ok. Une trajectoire bas carbone à l'horizon 2100 implique, c'est les accords de Paris, une trajectoire où chaque individu sur Terre émet au maximum 2 tonnes d'équivalent CO2 à l'horizon 2050. Ça, si vous voulez vous renseigner un petit peu plus sur 2 tonnes, je vous invite à faire un atelier qui est vraiment bien, qui s'appelle l'atelier 2 tonnes. Pas trop foulé sur le nom, mais au moins, ça permet d'ancrer la chose. Et donc, si on garde ce fameux 2 tonnes en tête, 2 tonnes, donc c'est la trajectoire pour rester sous les 1,5 degré, on aura sûrement déjà dépassé, hein, les dernières années nous le montrent, à l'horizon 2100. 1,5 degré de réchauffement climatique global. Alors, aujourd'hui, en tant qu'internaute, on a ces 2 tonnes en tête, 40% de ces 2 tonnes passent dans notre usage du numérique. En gros, 0,8 tonnes passent sur le numérique à l'heure actuelle. Donc on n'est pas bien parti pour tenir cette trajectoire. Le numérique, mine de rien, vraiment cette grosse emprise physique. Et pour donner un autre chiffre aussi, aujourd'hui, ça représente, juste le numérique, ça représente 10% de la consommation d'électricité mondiale. Ça fait que croître avec les usages qui s'intensifient. De donner le nom, je pense que tout le monde l'a en tête, à droite. L'impact quantifié, d'ailleurs, c'est juste un chiffre que je trouve assez intéressant. Ils ont pu quantifier ça, alors je ne sais pas exactement comment ils ont fait leurs calculs, mais en faisant des calculs d'ordre de grandeur, ils ont pu mesurer que l'avènement des IA génératives, ça représentait déjà une augmentation de 4% des émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre du numérique. Avoir les détails du calcul, je ne l'ai pas en tête. Moi, aujourd'hui, on va garder cette définition, on va regarder ces chiffres en tête. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler d'un truc qui me tient à cœur, qui s'appelle le numérique responsable. Pareil, à main levée, qui a déjà entendu parler de numérique responsable? Green IT? Ouais. Ok, cool. Donc c'est un sujet qui est déjà ancré dans vos têtes. J'essaie de faire des définitions et j'ai pas utilisé d'IA. D'ailleurs, je vous invite à regarder un truc qui s'appelle Genetics. L'idée, c'est d'être transparent sur l'usage de l'IA ou pas. Et là, moi, j'ai mis un code 0 IA dans les slides. Vous allez voir, c'est du Yuan tiré dans le texte. C'est pas très bien structuré. Ça représente un peu le bordel qu'il y a dans ma tête. Mais au moins, j'ai le mérite de ne pas avoir utilisé d'IA pour mes slides. Tout ça pour dire que cette définition-là, elle vient de moi. Je ne suis pas sûr qu'elle soit juste à 100%, mais en tout cas, voilà moi ma vision du numérique responsable. Selon moi, c'est une démarche qui vise à réduire à la fois l'empreinte écologique et l'empreinte sociale des technologies de l'information et de la communication. Quand j'étais gamin, on appelait ça les NTIC. Je ne suis pas sûr qu'on en utilise encore ce mot. Ce qui va se cacher derrière, en réalité, c'est quoi? C'est rendre les technologies de l'information, on va dire le numérique de manière globale, plus éthique, plus inclusif, plus durable. Derrière ça, qu'est-ce qui va se cacher? Une fois qu'on a dit ça, ça peut paraître des domaines ultra vastes, ultra enviables, ultra... je ne sais même pas quel terme utiliser, mais logique. Derrière, ce qui va se cacher en réalité, ça va être quoi? Ça va être de la sobriété, ça va être de la longévité, allonger la durée de vie des équipements, faire en sorte que les solutions qu'on va sortir, les produits, les services qu'on va délivrer soient les plus équitables possibles, les plus accessibles possibles. Dans le slide précédent, j'ai parlé d'impact du numérique au niveau environnemental. Mais le numérique, ça a aussi un énorme impact social. Alors, je ne vais pas parler des mines, de l'extractivisme, du côté social désastreux que peut avoir l'extractivisme dans des pays, dans les différents pays dans lesquels on fait de la mine. Mais je vais juste envie de vous parler de ce qui touche tous nos territoires en France. C'est un truc qui s'appelle l'électronisme. Ouais, c'est un terme qui vous parle. L'électronisme, j'en parlais hier avec Marc, je ne sais pas s'il est dans la salle. Moi, j'avais un chiffre qui vient de Green IT France. L'électronisme en France, ça représente 17% de la population. Donc, c'est 17% de personnes qui sont en incapacité d'utiliser des services numériques, ou à minima, certains services numériques. Ça peut être les impôts. On aimerait bien tous, à mon avis, ne pas être en capacité de faire sa déclaration d'impôt. Mais
pour certains, c'est réellement un calvaire parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser le numérique. Donc c'est 17%, et Marc me disait hier, c'est même entre 20 et 25%, d'après des chiffres plus récents. Chiffres déclaratifs. Ouais, entre 20 et 25%. Donc c'est assez énorme. Donc quand on va parler d'accessibilité, c'est accessibilité du numérique, accessibilité du service fourni, je vous montrerai un exemple après, et rendre accessible aussi les services numériques pour des personnes en situation de handicap. C'est réellement les deux. Combattre l'électronisme, accessibilité. Et puis on est dans une contrainte. Alors pareil, je vais reposer une définition qui vous paraîtra peut-être à vous assez intelligible et on va dire assez évidente. Je vais quand même la reposer. L'artisanat logiciel, ou software craftsmanship, ou software crafter, un peu moins genré, c'est quoi? Pour moi, c'est l'art de créer des produits durables et de qualité, où chaque ligne de code reflète un engagement envers l'excellence technique, en plaçant la collaboration, la simplicité, l'amélioration continue au service de la création de valeur. Et la création de valeur, elle est pour qui? Pour nos utilisateurs finaux. Je me suis tenté dans une petite définition. Si je devais la résumer, c'est pour moi, il y a un truc autour de l'artisanat qui est vraiment comme un artisan traditionnel. On crée avec soin, avec expertise, pour le bien de notre client. Donc, on crée un produit qui apporte une réelle valeur à l'utilisateur final. On va accorder de l'importance à la qualité de ce qu'on va délivrer. Et pour moi, ce n'est pas un truc pour se faire plaisir. On va faire je sais pas trop le terme, mais du code propre, du clean code, quand on va parler d'architecture hexagonale, etc., etc. Pour moi, ça n'a jamais été autour de se faire plaisir pour faire des choses qui nous font kiffer, ou qui sont beaux, qui sont state of the art, comme diraient les Américains. Pour moi, il y a un truc autour de comment on fait pour créer des logiciels sur lesquels on itère facilement, qui délivrent de la valeur de la manière la plus simple possible. Je vais revenir un tout petit peu sur l'histoire. Ça va vous rappeler peut-être des choses. Les années 90, extreme programming, ça parle à tout le monde? Ouais. Extreme programming, Scrum, on va dire, début des années 90, ça commence à émerger. Pourquoi ça émerge? Parce qu'on a envie de faire les choses différemment. On a envie de faire les choses différemment pour ceux qui ont vécu des gros projets avec des trucs bien lourds, ceux qui travaillent potentiellement dans des administrations publiques à l'heure actuelle. Ça peut être il y a une lourdeur administrative, bureaucratique qui est assez importante. Donc on a eu envie, au début des années 90, certaines personnes ont eu envie de faire les choses différemment. Là est né plusieurs frameworks qui sont revendiqués agiles par la suite, framework, méthode de travail, extreme programming, Scrum, on aurait pu en rajouter d'autres, Crystal Clear, etc. Donc 90, il y a ça. Et 2001, on va dire 17 personnes qui se réunissent pour sortir ce qu'on appelle aujourd'hui le manifeste agile. 2001, 4 valeurs, 12 principes, ça parle à tout le monde? Ouais. Qui veut le réciter? 4 valeurs, 12 principes. On va dire le pilier et la base de ce qu'on appelle aujourd'hui l'agilité. Et ce qui a été mis en avant à l'époque, c'est de dire 2001, c'est trop bien, l'agilité, ça nous paraît du common sense, comme ils disent, donc du sens commun. C'est quelque chose qui a permis de poser des bases autour de comment on crée une culture du feedback, comment on se concentre sur la valeur, comment on fait de l'amélioration continue. Pour moi, il y a ces choses-là qui étaient primordiales et qui sont arrivées grâce au manifeste. Et puis, ça a commencé à se disséminer vraiment, ça a commencé en tout cas depuis fin des 90, fin des années 90, début des années 2000. Ça se dissémine dans les entreprises. On voit que ça peut fonctionner, on voit que faire différemment peut réellement avoir un impact. Et en 2008, il y a un monsieur qui s'appelle Uncle Bob qui sort une phrase un peu choc à l'époque. Il dit en gros, l'agilité c'est cool, on s'est fait plaisir. Maintenant, c'est dans les mains des chefs de projet. L'agilité, ça a permis de raccourcir les boucles de feedback, ça a permis d'amener du mieux, de travailler différemment, d'avoir des devs qui sont plus intéressés par ce qu'ils font. En revanche, le côté, le side effect de ça, c'était quoi? C'était de dire, ok, on itère sur du code maintenant, on travaille de manière itérative, incrémentale. Par contre, on délivre potentiellement des trucs qui sont de faible qualité, et à terme, ça nous sclérose. Donc lui, ce qui sort en 2008, c'est Craftsmanship of a Crap, et de l'artisanat logiciel plutôt que de la merde, on va dire, si je devais le traduire de manière vulgaire. Et en 2009, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé là pour le coup, je ne sais pas. Mais en 2009 émerge ce qu'on appelle le manifeste pour l'artisanat logiciel.
c'est là-dessus que j'ai envie de me focaliser. Et la question qui me taraudait quand j'ai préparé cette conférence, et vous verrez pourquoi après, moi j'ai toujours utilisé, et vu depuis ma découverte du craft il y a une quinzaine d'années, j'ai toujours vu le craft comme une boussole éthique, comme un truc qui devait nous guider en tant que dev, en fait. Quelque chose qui a amené à penser plus, à penser qualité, à penser communauté, partage, etc., etc. Donc moi, ça m'a amené à me dire, en tout cas, si l'artisanat logiciel et les valeurs qui en découlent pouvaient nous guider vers un numérique qui est plus responsable. Et par responsable, j'entends réellement durable. On se dit qu'on a une durée de vie limitée du numérique, comment on priorise les usages, et ça peut être quoi notre boussole vis-à-vis de ça. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de travailler sur le manifeste pour l'artisanat logiciel. Et je ne sais pas si tout le monde l'a lu. En gros, ce qu'ils ont fait dans ce manifeste, c'est reprendre les 4 valeurs du manifeste agile, des logiciels opérationnels, plus que de la documentation exhaustive, etc., etc. Et ils ont formulé chaque valeur de cette manière-là, pas seulement blablabla, mais aussi. Okay, ce qui donne, en français dans le texte, pas seulement des logiciels opérationnels, mais aussi des logiciels bien conçus. Alors le côté bien conçu, vous avez potentiellement toutes et tous une idée de ce que ça veut dire. On va dire que si je devais mettre une définition de bonne conception ici, ce serait quelque chose du genre, on a des tests automatisés qui valident le comportement et potentiellement qui drive notre implémentation si on pense au TDD. On a du langage métier qui est exprimé dans le code, notre fameux Ubiquitous Language. Et on a surtout un truc qui me paraît primordial, du simple design. On fait en sorte de rendre le service de la manière la plus simple possible. Okay, j'ai mis 2 petits morceaux de code qui font exactement la même chose. Truc imbitable, truc facilement, à peu près compréhensible. Si on a, en tout cas, on retrouve des termes métiers dedans. Tous les codes ne sont pas conçus de la même manière. Donc bien conçu plutôt, moi je le mettrais plutôt à droite, mal conçu à gauche. Et donc, mon talk, c'est le craft à l'heure du numérique responsable. Et donc, ce que j'ai envie d'illustrer et de questionner, ça voudrait dire quoi bien conçu, des logiciels bien conçus à l'heure du numérique responsable? Là-dessus, je vous invite tous et toutes à jeter un œil à un bouquin qui s'appelle Fundamentals of Software Architecture. Je ne suis pas sûr qu'il ait été traduit en français. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui l'a déjà lu? Ouais. Personne. T'en as pensé quoi? Ouais. Il est assez intéressant, surtout le début, je trouve. Après, les patterns, ça se retrouve par ailleurs, mais on va dire que le début pose les bases de c'est quoi l'architecture en entreprise, c'est quoi la posture de l'architecte, etc. Donc, je vous encourage réellement à jeter un œil. Et je vais reprendre certains points qu'il cite dans le livre. C'est un livre qui a été écrit par Neil Ford et Mark Richards. En gros, ils mettent en avant un architecte, ça travaille, un ou une architecte, ça travaille sur ces quatre dimensions-là, que je vais détailler juste après. Donc la première, c'est ce qu'eux appellent les caractéristiques d'architecture. Les caractéristiques d'architecture, c'est potentiellement ce que vous appelez à l'heure actuelle des NFR, Non-Functional Requirements. Tous les trucs en IT sur vos projets. Elasticity, scalability, testability, recoverability, observability, etc., etc. Performance, il n'y a pas de IT, c'est pas grave. Performance, etc., etc., fault tolérance. Et dans le bouquin, je trouve qu'ils font un super travail, parce qu'ils les nomment, ils permettent de mettre des dimensions sur l'architecture. Et pour moi, il y a des trucs qui manquent là-dedans, clairement. Et là, je nous questionne tous, est-ce que c'est pas à nous de pousser ces sujets-là? Pour moi, il y a des trucs autour de la sobriété. Comment on fait pour créer pour mettre ça dans nos non-functional requirements ou dans nos caractéristiques d'architecture? Comment on fait pour amener de la sobriété en entreprise? Comment on consomme le moins de ressources possible? Arrêtons de provisionner. J'étais chez un client il n'y a pas si longtemps. J'étais tout content. En tout cas, le chef de projet était tout content. Ils ont mis 300 000 francs, c'était en Suisse, 300 000 francs pour mettre en place un cluster Kubernetes. 3 ans après, 0 service qui tourne dedans. Le projet est clôturé, tout content. 300 000 francs à l'installation, je ne sais pas combien ça leur coûtait par an. C'était hébergé chez eux, etc. Très bien. Ça, par exemple, en termes de sobriété, vraiment pas bon. Il y a un truc aussi autour de l'accessibilité. Alors, pour information, l'accessibilité des services numériques, ça a été réglementé, ça a été régulé
il y a des lois, des textes de loi qui ont été votés il y a plus de 20 ans. À l'heure actuelle, on est autour de, je ne sais plus, des chiffres il n'y a pas longtemps passé, à vérifier, mais entre 15 et 20% d'accessibilité, de sites, de services accessibles. Ce qu'ils mettent en avant, donc là c'est la première dimension, les caractéristiques d'architecture. Après, ce qu'ils mettent en avant, c'est les décisions d'architecture. C'est les règles, on va dire, les règles et les décisions qu'on prend qui nous permettent de définir une architecture. Là-dedans, on a plein de trucs qui nous aident, qui peuvent nous aider en tant que dev, en tant qu'architecte, peu importe. Il y a le fameux RGESN. Ça parle à qui dans la salle? RGESN? Ouais, cool. Un pointeur sur des ressources supplémentaires. Le RGESN, c'est le référentiel général d'éco-conception de services numériques. Donc, il y a plein d'éléments de questionnement au niveau, par exemple, je développe un back-end. Ah, c'est vraiment pas lisible, par contre. On va avoir la question. Hop, je vais la mettre comme ça. Le service numérique a-t-il recours à un système de cache serveur pour les données les plus utilisées? Le service numérique met-il en place des durées de conservation sur les données, etc. etc. Donc, ça permet de se poser plein de questions. Et il y a à chaque fois des fiches avec, je vais le mettre, je pense que j'en ai une là, avec voilà ce que vous pourriez mettre en place pour impacter positivement telle ou telle dimension. Donc pour moi, il y a un truc autour de, un, s'approprier les référentiels, et deux, comment les utiliser au jour le jour sur tous nos projets. Finalement, c'est des boussoles qui nous permettent de nous questionner sur la durabilité et, on va dire de manière globale, la responsabilité. Je vais la faire courte là-dessus. Je vous invite à regarder ça. Il y a plein de ressources dans les slides que je vous partagerai après. Vous avez les liens sur les différents référentiels. Il y en a d'autres. Il y a le référentiel de Green IT France aussi, qui est accessible gratuitement. Et je vais prendre juste un exemple sur ce qu'on appelle les principes de design, donc les décisions qu'on a envie de voir sur tous nos systèmes. On peut s'appuyer aussi sur des études, sur des études qui vont nous permettre de prendre des décisions plus éclairées. Est-ce qu'il y a des devs PHP dans la salle? Désolé. Désolé, la première slide n'est pas, la première ligne, c'est pas contre vous, c'est juste le benchmark qui a été fait là. Donc il y a des travaux universitaires qui sont faits sur l'impact des langages. Donc ça va être ce qu'ils vont mesurer, c'est la consommation mémoire pour faire la même chose avec un langage X et un langage Y, la consommation d'énergie sous-jacente, etc., etc. Donc ils vont faire des travaux d'extrapolation. Donc là, typiquement, un principe de design qu'on peut mettre en place, c'est de se dire, on a des compétences, pour toutes les nouvelles API, on a des compétences en Java et en PHP. On va peut-être s'orienter plutôt sur le choix de Java, dans le sens où Java consomme 15 fois moins d'énergie pour rendre le même service que PHP. C'est des benchmarks sur du langage pur. Après, il faut le voir avec des frameworks. Symfony versus Spring Boot, j'en sais rien. Parce que c'est autre chose. Toujours faire ce calcul-là. Après, un autre exemple de principe de design, ça peut être aussi de se dire, on a eu une tendance, moi quand j'étais à l'école, c'était le truc vraiment qu'on m'a appris, d'utiliser des exceptions à gogo. Je ne sais pas si vous utilisez des exceptions partout dans votre code, mais dès que moi je manipulais du code métier, hop, le truc là, ce cas-là, il n'était pas. On sait qu'il peut arriver, ok, on balance une exception. Une exception, on peut le voir vraiment comme un gros go-to. Avec je lance quelque chose, et puis il y a quelqu'un à un moment donné qui va me récupérer, qui va récupérer le ballon, et puis qui va en faire quelque chose. Ça, c'est ultra consommateur. Je vous invite à regarder cette petite vidéo là de Nick Chatas, qui fait des benchmarks autour de combien ça coûte d'utiliser des exceptions versus utiliser ce qu'on appelle des monades, qui permettent d'avoir du code qui est potentiellement plus explicite et qui est moins énergivore. Donc ça peut être des choses qu'on pourrait réellement mettre aussi dans nos principes de design. Autre principe de design, c'est peut avoir un impact. C'est par exemple le choix d'hébergement. On a des hébergeurs qui sont plus polluants que d'autres, en fonction des énergies qui sont utilisées, en fonction de leurs engagements environnementaux, etc., etc. Typiquement, ceux qui sont bien placés on va dire en Europe, c'est Infomaniac d'un côté, suisse, et Scaleway de l'autre, les français. C'est les deux qui ont ce qu'on appelle un PUE qui est très proche de 1. En gros, plus on est proche de 1, mieux c'est en termes de consommation et en termes d'émissions. Et puis juste un petit truc aussi, l'usage des exceptions, ce que je trouve intéressant dans sa vidéo, c'est qu'il montre que on arrive le même service
sans exception, arrivera à traiter 2 fois plus de requêtes que celui qui n'a pas d'exception. Enfin, ce que j'ai dit, mais en tout cas, on arrive à traiter 2 fois plus de requêtes à la seconde quand on n'utilise pas d'exception. Donc ça, c'est intéressant parce que ça a un impact environnemental positif et en plus de ça, on a un gain de performance. Je continue sur le manifeste. Pas seulement l'adaptation au changement, mais aussi l'ajout constant de valeur. Donc on a une conf-craft. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la Clean Coder Rule, la règle du Boy Scout. C'est vraiment ça qu'ils avaient en tête quand ils ont rédigé ce manifeste. Il y a 4 lignes dans le manifeste, mais on va dire que c'est rédigé quand même. L'idée, c'est de toujours laisser le code dans un meilleur état que celui dans lequel on l'a trouvé. Ça, c'est vraiment un truc qui devrait nous driver au quotidien. Sans dire qu'il faut tout le temps tout changer, etc. D'ailleurs, je pense que Arnaud parle de ce sujet-là juste après moi. Mais en tout cas, c'est une règle qu'on a envie de s'appliquer au quotidien. Donc, on va appliquer ça à la fois sur le code, mais on va pouvoir aussi se dire on doit constamment ajouter de la valeur aussi dans le produit sur lequel on travaille. Ça veut dire quoi à l'heure du numérique responsable? Ce qui est cool, c'est qu'en fait, le craft, tout ce qu'il y a au cœur du craft, si je reprends Extreme Programming, c'est déjà des outils d'éco-conception. C'est des outils qui nous permettent de rendre un service de la manière la plus efficace et la plus simple possible. Tout ce qui est au centre d'Extreme Programming, ça n'a qu'un objectif, la simplicité, éviter le gaspillage, jamais créer de code mort, pas coder des fonctionnalités pour rien, supprimer le code mort. Petit exemple, j'étais chez un client il n'y a pas si longtemps, il y a 6 mois, 22 millions de lignes de code, 0 test, et environ, à vue d'œil, à vue de nez, je ne sais pas comment on peut dire, au moins la moitié du code qui n'était pas utilisé. Au moins. Ils ont tellement peur de décommissionner le moindre truc qu'ils laissent le code. C'est du truc qu'ils maintiennent, bon gré, mal gré. Petite histoire, ils avaient, on va dire le nom, mais ils ont 30 développeurs, 60 testeurs. Bon ratio. Quand tu vas là-bas, tu sais que tu vas passer du bon temps. Voilà. S'ils avaient appliqué, c'est vraiment ce qui est au centre d'Extreme Programming. Je vais juste revenir dessus, mais Test Driven Development. Il y avait une conf juste avant sur le sujet. L'idée, c'est faire des baby steps pour guider notre implémentation. En amont de ça, peu importe l'école de TDD qu'on utilise, on va réfléchir réellement du point de vue utilisateur, qu'est-ce qu'on attend de la fonctionnalité. Et on va toujours se mettre dans la tête du business, de l'utilisateur, etc. Et on va éviter de coder des choses qui ne sont pas nécessaires. D'où l'importance du cycle dans le cycle TDD, d'avoir cette étape de refactoring, pour toujours se poser la question, comment je fais pour simplifier? Tout ça, c'est pour éviter le gaspillage. Refactoring, TDD, le pair programming, pareil. Je ne vais pas aller sur le pair programming. Ça va aller sur les code review, etc. Ça va lancer un autre débat. Mais Simple Design, c'était réellement au cœur de Extreme Programming. Ce qui est cool, c'est que les référentiels dont je vous parlais tout à l'heure, Green-IT, comment s'appelle le fameux RGESN, qui est un nom un peu barbare comme ça, ils intègrent réellement cette dimension qualité. La qualité, elle est cruciale en fait quand on va délivrer des produits. Elle est cruciale dans le sens où on a envie de faire en sorte d'éviter l'over-engineering, tellement naturel, d'éviter l'over-engineering pour éviter de faire tourner des grosses usines à gaz en production pour rendre un service qui est minime. Je l'ai vécu, hein. Quand je suis rentré dans une boîte qui s'appelle Agile Partner il y a 17 ans, je pense, je me suis mis justement à tout ce qui était craft. Alors à l'époque, on n'appelait pas ça forcément craft. Moi, j'avais pas cette notion. J'ai lu des bouquins comme Pragmatic Programmer, j'ai lu les ouvrages de Ken Beck sur le sujet Extreme Programming Explained, etc. etc. Et j'étais un peu tout fou là-dessus, et j'étais aussi tout fou de la découverte de nouveaux patterns, principes, etc. Et à l'époque, j'ai découvert un truc qui était DDD, Domain Driven Design. J'allais à des confs, je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait, Build Stuff, en Lituanie. Non. C'était des confs qui étaient organisés par un gars qui s'appelle Greg Young, qui est, on va dire, à fond dans tout ce qui est event sourcing. Là-bas, moi, je revenais de là-bas, on avait tous les yeux, trop bien, ça a l'air trop cool, etc. Et notre réponse pour chacun de nos clients, c'était « Ah, ok, vous voulez faire ça? DDD, CQRS, event sourcing. » On avait un marteau dans la main, on voyait des clous partout. On tapait, on bourrinait. Grossière erreur, on a fait de l'over-engineering à gogo, on s'est bien enflammé,
grillé, on s'est grillé sur ces projets, on a dû démonter plein de trucs qu'on avait fait, ça n'avait aucun intérêt. On a vraiment, enfin, moi à l'époque en tout cas, je m'en suis rendu compte posteriori, mais on a réellement perdu ça, quoi. Si on avait appliqué le vrai extreme programming, on serait jamais parti sur des architectures surdimensionnées pour des besoins qui sont tout bateaux. Faire un CRUD, parce qu'on a besoin de faire du DDD, du CQRS, et mettre en place de l'event sourcing qui rajoute une complexité juste phénoménale. Ceux qui ont testé, vous voyez sûrement de quoi je parle. Je passe à la valeur suivante du manifeste, pas seulement les individus et leurs interactions, mais aussi une communauté de professionnels. Ça, c'est réellement au cœur du craft. Ça fait qu'on est tous là aujourd'hui, je pense. On a réellement à cœur de partager, de mentorer. C'est un truc qu'on a en commun, que ce soit des connaissances, des succès, des échecs, des apprentissages, etc. etc. Un peu comme les compagnons du devoir. On fait le parallèle avec l'artisanat classique. Et pour moi, ça veut dire quoi une communauté de professionnels à l'heure du numérique responsable? C'est que potentiellement, on a des choses à apprendre. Typiquement, ces fameux référentiels, c'est des choses qui émergent, qui ont émergé il y a quelques années. Hein. Green IT France a une dizaine d'années, par exemple, peut-être un peu plus maintenant. Il y a des référentiels à découvrir, à creuser, à alimenter. Il y a des choses à construire. Donc je pense qu'en tant que communauté, on a le pouvoir en tout cas de se former et de mutualiser notre apprentissage sur ces différents référentiels et surtout d'y contribuer aussi, potentiellement en créant des outils. Il y a non, c'est pas. Bref, il y a des devs, des crafteux qui sont en train de coder, qui codent un plugin pour SonarCube pour essayer d'identifier où est-ce qu'il y a des axes d'amélioration au niveau performant du point de vue numérique responsable. Choses sur lesquelles on peut travailler. Je finis avec la dernière valeur, pas seulement la collaboration avec les clients, mais aussi un partenariat ou des partenariats productifs. Ce qu'ils ont voulu dire ici dans le manifeste Craft, l'idée c'était quoi? C'était de dire on n'est pas des ouvriers, on n'est pas des code monkeys. Alors en français c'est plus vulgaire. Hein. Vous l'avez tous en tête? Sur de code, un peu plus vulgaire. Hein. Code monkey en anglais ça passe. On n'est pas des pisseurs de code. L'idée c'est de se dire en fait on a une expertise, on se doit d'aider nos clients. Et à certains moments, nos clients, ils ont besoin d'entendre un non. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est bon pour eux. Donc, on se doit de questionner la valeur de ce qu'on nous demande, entre guillemets, la valeur de faire les choses, et l'impact. Est-ce qu'il y a réellement un impact, une valeur à faire ça? J'étais avec une administration publique hier dans le cadre de mon école. Ils étaient dans la sphère de la solution, donc ils disaient nous, on veut une plateforme d'administration pour administrer la plateforme, etc. Enfin, une interface à gogo. Quelle est l'utilité d'avoir ça? Là, ça se challenge complètement. Et c'est souvent le cas. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir des gens, il faut absolument qu'on mette en place cette fonctionnalité-là, c'est critique, etc., etc. Ok, vous avez utilisé combien de fois? Une fois par an. Ok, ça vous coûte combien en énergie à l'heure actuelle de le faire? On prend un stagiaire, ça coûte une demi-journée. Ok, vous avez dépensé 3 mois de dev pour une demi-journée de travail. Ok, le travail est peut-être chiant, mais vous pouvez vous mettre à plusieurs, comme ça vous vous entraidez, ça crée un esprit de collaboration, etc., etc. Donc on se doit réellement de challenger la valeur de faire les choses. Et ça, à l'heure du numérique responsable, mais c'est vrai de manière plus globale, je pense on gagnerait toutes et tous à s'impliquer au plus tôt, dans tous les travaux qu'on va pouvoir réaliser. Et pour moi, il y a réellement travailler et réussir à s'incruster. Quand je dis s'incruster, des fois, ça peut être violent. Hein. Moi, j'ai vu plein de fois, j'ai fait de l'accompagnement d'entreprise sur le volet agilité, process, craft, etc. Et chaque fois, il fallait que je tape un petit peu tout le monde sur les têtes, etc. pour faire en sorte que les devs soient invités à des sessions de discovery. Ce que je trouve intéressant, c'est que tous et toutes, on peut s'incruster dans ces sessions-là, on peut même les provoquer. Chez un gros client, on avait réussi à créer cette dynamique où c'était les devs qui provoquaient le business, qui provoquaient des sessions de discovery, d'alignement, avec des outils comme Event Storming, Example Mapping, User Story Mapping, etc., etc. On a vraiment de l'impact, on peut réellement avoir de l'impact là-dessus. Ça nous permet de quoi? Ça nous permet de déterminer si ce qui a réellement de la valeur ou pas. Et il y a un truc, moi, qui est vital, ça je disais tout à l'heure, le craft pour moi c'est une boussole éthique. C'est réellement, pour moi, c'est dans notre devoir en tant que crafter, c'est de challenger, s'indigner et faire valoir son éthique. Pour moi, c'est trop simple de dire je travaille dans un truc qui me plaît pas, ouais, on m'a dit que. C'est vraiment simple. Prends un exemple,
les gens qui ont travaillé, enfin les ingénieurs qui ont travaillé chez Volkswagen à l'époque du Dieselgate, ils avaient pour moi une responsabilité vis-à-vis du reste de la population. Et on devrait tous s'indigner dans ce genre de situation, elle criait haut et fort. Il y a vraiment un truc autour de faire valoir son éthique qui me paraît important, intéressant. Et là, pareil, je vous ai mis un lien, il y a des cartes qui permettent de challenger, en se posant des questions. Le produit sur lequel je travaille, ce serait quoi la pire news qui pourrait sortir sur le produit? De se challenger, de voir les trucs qui pourraient arriver dans le futur. Super atelier que je vous invite à essayer d'expérimenter. Et il y a un truc, je sais que ça va aller c'est potentiellement antinomique avec certains business. Désolé, j'ai mon lacet qui est défait. C'est quelque chose qui est potentiellement très ancré chez nous. Mais il y a un truc qui me touche, moi, c'est arrêtons de penser que tout se résout avec le numérique. On a, comme moi avec DDD, CQRS Event Sourcing, on a des marteaux, on a envie de voir des clous partout. Je vous invite à voir ça, il y a des choses qui se résolvent par autre chose que le numérique. Ça peut être de l'innovation de service, ça peut être du service à la personne, j'en sais rien. Il y a plein de choses qui peuvent se faire différemment. Je prends l'exemple d'un produit qui est éco-conçu, les timbres. Alors, je sais que c'est plus très utilisé. Ils ont sorti, la Poste a sorti l'année dernière un truc qui est le suivant, c'est de dire maintenant vous n'avez plus besoin d'imprimer vos timbres à la maison ou d'aller au bureau de tabac pour aller les acheter. Vous pouvez directement, depuis l'application mobile, télécharger votre timbre. Et au lieu de l'imprimer, d'avoir donc une imprimante, un matériel, un équipement supplémentaire à la maison, vous avez juste à marquer le numéro du timbre sur l'enveloppe. Par contre, il y a un truc qui... Ah, mince. Il y a un truc qui cloche là-dessus. Qu'est-ce qui aurait été intéressant de challenger en tant que dev sur cette solution? 17% d'électronisme, 20-25% d'après d'autres chiffres. Donc ça veut dire déjà l'application, déjà une personne sur 5 en France qui ne sont pas en capacité d'utiliser potentiellement. Si elle n'est pas accessible, c'est peut-être encore moins. Si la personne en situation de handicap, etc. On aurait pu délivrer exactement le même service en mode low-tech. Potentiellement un envoi d'SMS, un appel sur un standard avec juste à peu près sur 1, ça me dicte le code, etc., etc. Ça aurait été beaucoup moins coûteux en énergie et ça aurait été beaucoup plus accessible. On se doit aussi de challenger ça pour faire des choses qui sont réellement accessibles au plus grand nombre, à tout le monde dans l'idéal. Je finis avec quelques slides. Il reste combien de temps? Ah, 5 minutes, ça va. 6 minutes même. Durable. J'essaie de revisiter ce fameux manifeste en intégrant les choses que j'ai pu vous mentionner avant. Pour moi, il y a un truc autour, ce serait la première valeur de ce manifeste Craft dans un monde numérique plus durable, ce serait des logiciels bien conçus et aussi sobres et durables. Pour moi, ça devrait être une boussole qu'on devrait avoir en tête. Ajouter de la valeur, mais que celle-ci elle soit respectueuse des ressources. Plus qu'une communauté de professionnels, une communauté qui soit dédiée à un numérique soutenable. Des partenariats productifs permettant, pour moi, il y a un truc aussi autour de co-construire des solutions conscientes de leur environnement, de leur impact environnemental et sociétal. Et vu qu'on aime bien les trucs moches, manifeste agile, et un peu bidouillé à ma sauce. Voilà à quoi ça ressemblerait. J'aime bien être surtout, quand je fais une conf ou quand j'interviens quelque part, j'aime bien que les gens partent avec des outils concrets. Donc j'essaie d'illustrer chaque valeur de ce potentiel manifeste avec des choses qui sont actionnables immédiatement. Typiquement ici, je vous le disais, évaluer sobre et durable, ça voudrait dire potentiellement évaluer chaque choix technique que vous faites sous l'angle de l'éco-conception. Et pour ça, je vous invite réellement à regarder, à vous renseigner sur tout ce qui est référentiel. Le RGESN, il vaut ce qu'il vaut, c'est pas ultra bien fait, mais il a le mérite d'exister, il a le mérite de poser des questions. Des valeurs, ajouter constamment de la valeur respectueux des ressources. Là, je vous invite à découvrir, si vous n'utilisez pas à l'heure actuelle, des outils qui permettent de faire de l'analyse de sites web, par exemple. Green IT, Analyzer, qui permet de voir un petit peu les différentes pratiques, ce que vous utilisez sur votre site web, et vous faire un ranking de vos pages, etc. Donc, c'est des services numériques. Il y en a d'autres, Green Castor, Castor Green, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, il y en a plein d'autres. Je vous ai mis une palanquée de ressources à la fin.
Sur l'aspect communautaire, pour moi, on pourrait monter des codings dojo en mode green coding. Pareil, il y a un lien ici. C'est un petit kata qui se fait sur comment on rend une page accessible. On peut s'intéresser au volet accessibilité. On peut imaginer faire des katas autour de la performance, autour de prise en main de monades pour améliorer les performances, réduire la consommation d'énergie, parce qu'on va plus utiliser des exceptions pour faire des trucs qui peuvent être sous notre gestion. Ce que j'ai mis d'autre, et pour moi, il y a un truc qui est primordial, mais ça, c'est vrai pour moi dans la vie de tous les jours. Toujours questionner la valeur, systématiser les questions du genre 1-2, c'est quoi la valeur, pour qui, etc., etc. Le A1-2, il paraît bête. J'ai un collègue qui le faisait tout le temps. C'était agaçant au possible, mais elle est sacrément puissante, cette question-là. Le A1-2. J'aimerais que vous repartiez avec cette question-là. Comment chacun et chacune d'entre nous pourrait devenir, comment notre rôle en tout cas, pourrait devenir celui d'un artisan ou d'une artisane qui façonne un monde numérique plus durable. Là-dessus, vous avez 4 heures, mais en réalité, vous avez tout le temps que vous voulez. Et moi, je vais revenir sur ma trajectoire perso. Les moments déprime, mais en réalité, c'est pas tant que ça. Il y a une dizaine d'années, j'étais pas du tout j'avais pas du tout en tête l'empreinte environnementale, sociale du numérique. Et il y a une dizaine d'années que j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. Alors, j'ai pas déprimé, hein, mais j'ai lu des bouquins comme La guerre des métaux rares de Guillaume Pitron, super bouquin. Il en a écrit un autre qui s'appelle L'enfer numérique. J'ai mis des trucs assez récents, mais petit manuel de résistance contemporaine, Limit to Growth, ce qu'on appelle le rapport Meadows, les rapports du GIEC, etc., etc. Donc le but, c'est pas de déprimer, mais c'est juste d'être conscient de la systémique en jeu et de voir, bah, ok, à l'époque, moi, ça m'a potentiellement mis un petit coup au moral quand je les ai lus, quand je me suis rendu compte de ce qui était en jeu, surtout qu'à l'époque, j'allais devenir papa. C'est pas sûrement pour ça d'ailleurs que j'ai potassé ce genre de bouquin. Mais au lieu de moi de rester dans mon marasme, j'aime bien prendre la métaphore du colibri et me dire bah, sur quoi je peux agir autour de moi, même si je ne suis pas grand-chose, qu'est-ce que je peux faire autour de moi. C'est pour ça qu'à l'époque, c'est pour ça que depuis quelques années, ça me taraude pas mal. Je me suis formé au numérique responsable avec l'Institut du numérique responsable, avec Green IT, c'est toujours en cours. Et je me suis posé la question depuis pas mal d'années, comment j'essaie d'incarner mes valeurs, qui sont des trucs autour du partage, autour de la durabilité. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, j'ai quitté depuis un an maintenant, j'ai quitté un taf qui était ultra confortable, où je gagnais très bien ma vie et où j'aurais pu continuer. J'étais associé d'une boîte en Suisse, fonctionnait très bien pour nous. J'ai quitté cette situation confortable pour me dire, bah, ok, moi j'ai envie d'incarner quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec mes valeurs. C'est là où j'ai rejoint l'aventure de monter une école dans laquelle on a la volonté de faire en sorte que le numérique responsable et les pratiques associées, dont certaines que j'ai citées ici, soient un non-événement. C'est-à-dire que les personnes qui vont sortir de chez nous, c'est ma volonté, c'est la volonté des créateurs de l'école, c'est de faire en sorte que toute personne qui sort a ces problématiques, ces contraintes en tête, viennent avec une caractéristique d'architecture, il faut qu'on mette de l'access, il faut qu'on mette ci, ça, etc., etc. Vraiment un truc important pour moi et important pour nous. C'est pas toujours facile de se dire comment j'incarne mes valeurs, et ça peut faire peur, en tout cas, ça m'a fait du bien de sauter le pas. Merci à vous pour m'avoir écouté. Je suis preneur de questions. Avant, j'ai juste un truc. Je veux dire un petit mot. Un grand merci aux sponsors. Je voulais les mettre au début, mais j'ai oublié. J'ai cru que je l'avais mis au tout début. Je les ai oubliés. Merci aux sponsors et merci aux orgas surtout. Merci à tous les bénévoles qui sont là. C'est trop cool de pouvoir participer à ce genre d'événement, que ce soit en tant que participant ou en tant qu'orateur. C'est toujours un plaisir de rencontrer la communauté. Ouais. Je fais des promos derrière. Vas-y. Coda pourrait proposer peut-être pour des déjà en place toutes ces bonnes pratiques de tout ce que vous avez dit et les mots. Trop bien, merci pour la question. Effectivement, c'est un truc qu'on a. C'est pas enregistré, ok.
Ok, bah la question c'est est-ce que à terme Coda pourrait intégrer des cursus, enfin, des formations accessibles aux entreprises afin de sensibiliser et de former les publics professionnels à tout ce qui est éco-conception par exemple. Ouais, je disais, c'est une super question. Merci pour ça. Oui, oui, c'est quelque chose qui est prévu de faire dans les prochaines années. Là, on est vraiment sur le développement du campus à Dijon. C'est pas encore quelque chose qu'on peut faire à l'heure actuelle, mais c'est quelque chose qu'on a envie de faire dans le futur. On nous a déjà posé la question sur de la VAE, par exemple. Donc, c'est des choses qu'on a en tête, effectivement. Si vous voulez vous amuser, entre guillemets, c'est qu'il y en a, enfin, je pense qu'il y en a sûrement dans la salle qui font le fameux Advent of Code. Si vous voulez regarder, on a un calendrier aussi alternatif qui n'est pas du tout basé sur la compétition, mais qui est basé sur l'apprentissage. C'est l'occasion de voir des trucs justement autour, potentiellement, je ne sais plus ce qu'il y avait cette année, mais je mélange avec l'année prochaine, mais il y a des trucs autour de l'éco-conception, autour de l'apprentissage de manière générale. Il y a plein de choses autour du dev, des pratiques craft, etc., etc. Si vous avez à cœur de vous amuser un petit peu, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et il y aura un autre calendrier qui sortira fin d'année. Et puis, je vous ai mis toutes les ressources et je vous invite à, si vous voulez télécharger des slides directement, vous pouvez scanner le petit QR code qui se trouve ici et vous aurez accès aux slides, si je n'ai pas merdé sur le QR code. Normalement, vous avez passé par Bitly et normalement, ça devrait être bon. Tout est cliquable, non, tout est cliquable, il y a les ressources et il y a aussi les sources pour les chiffres que j'ai pu mentionner. Et il n'est pas là. On a un des auteurs de ce livre-là, donc je l'ai cité ici en référence. Hein. Vous intéressez au craft. Moi, c'est un livre à lire, et c'est le seul en français, on a Oussam qui est là. Donc, il y a Arnaud qui passe juste après aussi, qui est un des auteurs du livre. Et aussi celui d'à côté qui est exceptionnel. Merci à tous.